Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et les prévisions et le calendrier de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va commencer ce podcast avec des données concernant la Chine, une semaine qui a été marquée par des annonces concernant la Chine. Tout d'abord, une annonce concernant l'abaissement des ratios de réserve de liquidité pour les banques de 50 points de base, ce qui veut dire concrètement que la Banque centrale chinoise autorise certaines grosses banques du pays à abaisser leur ratio prudentiel, à tenir moins de liquidité dans ces ratios de réserve et donc à allouer potentiellement cette liquidité au crédit, ce qui est donc un élément plutôt de soutien à l'économie. Reste à voir si effectivement la demande de crédit elle-même peut s'accroître dans un environnement où la confiance des Chinois est toujours assez érodée par ces questions de stress sur l'immobilier, même si effectivement la crise sur l'immobilier, ça fait quelques temps maintenant que les marchés vivent avec et que l'économie vit avec cette crise. Donc reste à voir si ces mesures un peu d'ampleur qui commencent à arriver en Chine seront de nature à couper un peu le feu, à la fois sur le sentiment des consommateurs, sur la demande intérieure, et puis aussi sur les marchés financiers, parce que la deuxième grosse information de la semaine par rapport à la Chine, c'est ces bruits qui ont circulé de manière très très audible sur la Chine qui mettrait en place des mesures de soutien pour ces marchés financiers à hauteur de 280 milliards de dollars, avec un plan en deux parties. Une partie qui vise à rapatrier, en tout cas à utiliser une partie de la liquidité qui est stockée par certains groupes chinois à l'étranger, et donc d'utiliser cette liquidité pour soutenir les actions chinoises cotées à Hong Kong, donc sur des marchés extérieurs. Et l'autre volet concerne un soutien domestique sur les indices purement domestiques, où on ferait intervenir, où la Chine ferait intervenir directement des sociétés d'État situées en Chine, qui auraient pour objectif, là aussi, de se placer sur les marchés et de soutenir donc les cours. Donc deux mesures importantes qui ont quand même généré, donc, et ça change un petit peu du sentiment des derniers mois, qui ont quand même généré un rebond, on va dire relativement significatif quand même sur les marchés chinois. Et on a vu enfin un peu de réaction des marchés par rapport à ces annonces. Donc est-ce que ce sera le coup de feu définitif? Ça reste encore à voir dans les jours qui viennent. Cependant, c'est mieux qu'il y ait quelque chose qu'il n'y ait rien du tout. On sait que la Chine aussi a décidé d'interdire la vente à découvert pour une partie des acteurs domestiques chinois. Donc signe aussi qu'il y avait un peu de panique quand même par rapport à l'effondrement des marchés qui avait déjà commencé il y a plusieurs années. C'est dès 2021 que ça va commencer à chuter. On a vu la baisse s'accélérer ces dernières semaines et commencer à revenir sur des niveaux dangereux. Le Hang Seng Index, par exemple, il évoluait ces derniers temps sur les mêmes niveaux qu'en 1997, ou des niveaux qu'on avait encore connus aussi il y a une douzaine d'années, un peu après la crise des subprimes et la crise de la dette en zone euro. Donc c'est quand même des niveaux d'alerte très particuliers. Et effectivement, on comprend ces mesures et on voit qu'enfin les autorités commencent à prendre au sérieux les risques qui pèsent sur ces propres marchés financiers. Ça, c'était la première actualité. L'autre actualité, c'est celle de l'activité en zone euro. Des indices d'activité PMI qui sont ressortis en très légère amélioration pour ce qu'on appelle le PMI composite, qui est le PMI global, qui mesure, c'est un indice anticipé, un indice d'activité anticipée, qui donc montre une très très légère amélioration du sentiment pour la zone euro, mais l'indicateur global est toujours en dessous de 50. Et on rappelle que 50, c'est la zone qui sépare l'expansion de l'activité économique, de la contraction. Donc on est toujours dans une zone assez proche de 48, 47-48 pour le PMI composite, je ne l'ai plus exactement en tête, mais encore assez largement en dessous de 50. Donc ce qui traduit peut-être un peu de stabilisation par rapport au ralentissement économique qu'on a observé ces derniers temps, mais on n'est pas encore sur une phase d'expansion à proprement parler. On note simplement une petite amélioration sur l'activité manufacturière, toujours contractée, mais qui s'est moins dégradée, qui s'est un petit peu améliorée. Et en revanche, sur la partie des services, là, c'est un petit peu ralenti, ce qui est un élément pas forcément indésirable pour la Banque centrale européenne, parce qu'on sait qu'en Europe comme aux États-Unis, que c'est toujours dans la partie des services que se trouve la plus grosse partie de l'inflation. Autre élément cette semaine, c'était la décision de la Banque du Canada, donc pas de mouvement sur ces taux, ça pas vraiment de surprise. En revanche, la petite déclaration qui a accompagné le statu quo de la Banque du Canada, une déclaration de son gouverneur directement, donc c'est l'équivalent de Christine Lagarde ou de Jérôme Powell, mais pour la Banque du Canada. Et qu'a-t-il déclaré, ce gouverneur? Probablement une petite pique à l'attention de Powell, pas méchante, mais parce que
reproche peut-être implicitement les propos de Powell au mois de décembre. On rappelle qu'au mois de décembre, Jérôme Powell avait ouvert la voie aux baisses de taux. Il avait bien employé ce terme-là, ce qui avait détendu très fortement des conditions financières qui s'étaient elles-mêmes déjà détendues bien avant que Powell ne parle. Donc il avait en fait accentué un mouvement de détente des conditions financières et en influençant du coup tous les taux de la planète, pas seulement les taux américains, mais quand les taux américains partent à la baisse, très généralement les taux voisins, Canada ou même pays européens, partent à la baisse également. Et donc McClem, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc pourquoi c'est un problème? Ça peut être un problème, c'est que quand effectivement les taux de tout le monde partent à la baisse, ça assouplit les conditions financières, ça favorise un peu les conditions de crédit, de liquidité, et ça peut du coup entretenir une inflation, ou en tout cas empêcher l'inflation d'aller plus vite que prévu vers l'objectif de 2%. Et donc McClem a dit quoi? Il dit il faut éviter de donner un faux sens de timing au marché, et ça très très probablement c'était une remarque à l'attention de Jérôme Powell. Et donc on arrive à ce sujet justement des banques centrales, avec évidemment des points d'orgue de la semaine qui était la réunion de la Banque Centrale Européenne. La BCE qui a donc laissé sans surprise sa politique inchangée. Les 3 taux sont restés inchangés. Ce qu'on surveillait le plus, c'est le communiqué. Rien de nouveau dans le communiqué, donc tout a reposé sur les propos de Christine Lagarde, cette conférence de presse qui était attendue. Et le ton global de la conférence de presse était un petit cran en dessous en termes de, je dirais, d'agressivité ou d'attitude un peu faucon. C'était un petit cran en dessous. C'était un peu moins, comment dire, on a senti que Christine Lagarde n'a pas cherché à repousser très très fortement les anticipations. C'est ça qu'on a senti. Elle a, sur des critères ou des éléments qu'elle avait cités lors de la réunion précédente, elle citait toujours ces éléments-là, expliquant qu'il était toujours prématuré de parler des baisses de taux, etc., mais en insistant bien que l'évolution des données économiques pourrait évidemment faire évoluer la position de la BCE, notant que l'inflation faisait des progrès substantiels, notant aussi que même si la BCE attendait des éléments, et on voit bien que c'est toujours ce dernier point que la BCE surveille comme étant déclencheur de la première baisse de taux, à savoir la question des salaires. Elle a expliqué que effectivement les salaires, la BCE attendait toujours ces données sur les salaires, qu'elle avait déjà une partie des données sur les salaires qu'elle attendait pour pouvoir avancer plus loin au niveau des décisions, mais en expliquant quand même qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude particulière de la BCE. On a quand même senti ça. Voilà, on a senti que c'est léger, hein, c'est sur quelques mots pendant la conférence de presse, quelques petites phrases, mais on a quand même senti que c'était un poil moins agressif tout de même que la réunion précédente, sans pour autant dire on baissera les taux au mois de mars. C'est ça aussi la différence qu'il y a, c'est que le marché, lui, à ce stade, quand on regarde les probabilités de baisse de taux, il considère qu'il y a toujours une petite possibilité, même une bonne possibilité de voir les banques centrales, Fed et BCE, baisser les taux au mois de mars, alors que les banquiers centraux, dans leurs propos, dans leur attitude, même s'ils sont un peu moins agressifs du côté de la Fed et du côté de la BCE ces derniers jours, eh bien, c'est toujours plutôt l'hypothèse du T2, du deuxième trimestre, qui plane, peut-être avril, peut-être plutôt fin du T2, mais en tout cas, c'est pas le mois de mars. Alors on peut dire, c'est pas, oui, effectivement, s'il y a un mois ou deux d'écart entre le consensus de marché sur les baisses de taux et les baisses de taux, c'est pas très grave. C'est sûr que c'est pas la fin du monde. Simplement, les marchés sont dans une phase de nuance actuellement, ou plutôt on est dans une ère de nuance pour les banques centrales, où justement on n'y va plus à coup de très grosses com, de très grosses hausses ou autres. Désormais, c'est beaucoup plus ciselé comme communication. On voit que ça tient à quelques mots finalement. Et on voit justement que les marchés aussi réagissent en fonction des mots et que 2-3 mots différents par rapport à la même réunion il y a quelques semaines peuvent faire la différence. Et donc, on en est là. C'est-à-dire que effectivement, d'un point de vue d'un calendrier, de point de vue historique, 1 ou 2 mois d'écart entre deux baisses de taux, enfin, pour attendre la première baisse de taux, c'est pas la fin du monde. Mais les positionnements de marché, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on voit que, on disait que les futurs Fed Funds, par exemple, du côté des États-Unis, considèrent qu'il y a aujourd'hui 50% de chances encore d'avoir une baisse de taux au mois de mars. On rappelle que ce pourcentage était de plus de 90% à la fin du mois de décembre, mais on était descendu un peu en dessous. Vous voyez, on était descendu un peu en dessous vers les 40% avant la réunion de la BCE ou autre, et là on remonte à nouveau. Donc c'est-à-dire qu'en gros, avant la réunion de la BCE, et avant cette semaine, le marché commençait à un petit peu enterrer l'idée d'une baisse de taux au mois de mars, et la réunion de Christine Lagarde a un tout petit peu ravivé le sentiment que le mois de mars restait possible comme baisse de taux. Donc est-ce que c'est une erreur du marché de considérer ça, et est-ce qu'il ne devrait pas plutôt effectivement abandonner complètement l'idée d'une baisse de taux au T1 et effectivement se projeter directement sur le T2 pour les premières bases de taux? Moi je pense que ça peut continuer à avoir d'importance un peu sur le marché obligataire, ce petit décalage-là, et peut-être aussi un peu sur le marché action dont on avait rappelé sur le dernier podcast,
podcast, qu'il se payait quand même relativement cher, notamment du côté des États-Unis, avec des multiples toujours de 20 fois les bénéfices anticipés, alors même qu'on voit que la saison des résultats qui s'est ouverte déjà depuis maintenant quelques jours, plusieurs jours, même depuis une grosse semaine, presque 2 semaines même, eh bien la saison de résultats aux États-Unis est quand même relativement mitigée. On n'a pas une saison extraordinaire, on est même à ce stade plutôt sur un léger repli des bénéfices sur cette saison de résultats en year-to-year, donc un T4 cette année versus T4 l'année dernière, alors que là aussi, il y a encore quelques mois, on considérait qu'on aurait un beau rebond des bénéfices, plus de 8%, même il était pricé ça à la fin de l'automne, qu'on aurait un rebond de 8% des bénéfices au T4, et là on voit que les bénéfices, enfin les résultats arrivant progressivement, eh bien on n'est pas du tout sur ces normes-là, ou sur ces anticipations-là, sur ces choses qui avaient été anticipées, si vous voulez. Donc ça, plus l'idée que les taux puissent baisser, effectivement plutôt au T2, des résultats qui sont mi-figue, mi-raisin, qui ne sont pas encore extraordinaires. Il y a quelques beaux résultats, mais l'ensemble, encore une fois, de la saison de résultats n'est pas extraordinaire, si vous voulez. Donc, quand vous payez 20 fois les bénéfices et qu'en plus, vous voyez que les taux en face, qui est aussi une variable d'ajustement par rapport à la cherté des actions, eh bien, vous voyez que les taux ne retombent pas vraiment ces derniers temps, qui s'étaient même un petit peu redressés depuis un mois, eh bien, voilà, moi, je considère qu'il y a toujours un petit peu le risque que le marché soit un peu cher à ce stade, et toute consolidation, je trouve, serait la bienvenue, même si il est assez clair qu'à ce stade, le risque il est plutôt haussier. C'est-à-dire que si on ne va pas dans le marché actuellement parce qu'on attend encore quelques corrections ou un peu de consolidation, le risque c'est que le marché parte un peu sans nous et que finalement la correction ou la consolidation arrive un peu plus tard, mais une fois que le marché a déjà pas mal monté. Donc c'est un peu le risque qu'on a actuellement, mais je trouve toujours que le niveau des taux, les anticipations de baisse de taux, peut-être un peu trop optimistes en termes de calendrier, pour moi, nécessiterait toujours d'être encore un peu dans la consolidation qu'on a vu finalement sur le CAC 40 ces 2 derniers mois, plutôt que dans l'explosion des sommets et les rallyes, même si je pense qu'effectivement le risque il est quand même haussier, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un risque qu'on parte à la hausse plutôt qu'à la baisse, si en gros le marché ne considère pas ces mêmes éléments. Si pour lui, les niveaux de taux ne sont pas un problème, parce qu'il se projette déjà sur 3 ou 4 baisses de taux d'ici les 3 ou 4 prochains mois qui arrivent, vous voyez. Donc c'est ça la question aujourd'hui, c'est jusqu'où se projette le marché. C'est sûr que s'il regarde d'ici la fin d'année prochaine, ah oui, des baisses de taux, il y en aura déjà eu pas mal, l'inflation sera revenue très proche de 2%, voire 2%. Oui, donc bien sûr qu'à moyen terme, il n'y a pas de raison de s'en faire particulièrement. Mais sur les mois en cours, vous voyez, le trimestre jusqu'au mois de mars, un peu cette incertitude sur les baisses de taux, je trouve qu'il y aurait comme de quoi consolider encore un petit peu sur la partie européenne et pourquoi pas aussi voir un peu de détente des multiples sur les valeurs américaines, notamment celles de la tech, qui ont été totalement insensibles au dernier mouvement de rallye sur les taux. Donc voilà, ça me gêne un petit peu quand même dans l'approche marché à très court terme, j'entends. C'est pas en revanche une crainte forcément très durable. Voilà donc pour ce petit point sur la BCE. On a des chiffres assez résilients du côté des États-Unis, des chiffres toujours résilients. Le PIB américain a surpris par sa vigueur, 3,3% de croissance au 4e trimestre, là où les consensus c'était plutôt vers les 2%, et là où les banques, la Fed d'Atlanta et la Fed de New York, elles planifiaient plutôt une croissance de 2,4 à 2,5. Vous voyez, donc clairement une économie américaine qui est résiliente et de manière vraiment surprenante. On a des commandes de biens durables, alors qui n'étaient pas terribles par contre en décembre si on inclut les transports, mais si on exclut la partie transport, qui est un peu plus volatile, on a eu un rebond significatif, et c'est même le plus fort rebond observé sur les commandes de biens durables en 6 mois. Donc vous voyez, cette résilience de l'économie américaine, pour moi, c'est ce qui plaide quand même plutôt pour une détente des taux, plutôt une baisse des taux de la Fed, plutôt au T2, plutôt qu'au T1. Et enfin, dernier chiffre de la semaine et dernière actualité, c'est aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est vendredi, là il est 17h, on a eu donc en début d'après-midi les chiffres d'inflation PCE, ça s'améliore encore, on était à 3,2% d'inflation cœur PCE, l'objectif de la Fed est à 2, là on était sur le mois d'avant à 3,2%. On arrive cette fois-ci à 2,9% en décembre, donc ça va mieux. Dans la foulée, on ne remarque pas de détente particulière des taux. On voit que le marché obligataire n'a pas détendu, ne s'est pas détendu au niveau des taux. Parce qu'aussi, il y a eu un chiffre costaud, solide, des dépenses de consommation des Américains en décembre, qui est ressorti très largement au-dessus du consensus, et surtout un chiffre du mois précédent qui a été révisé. Donc vous voyez, toujours cette résilience-là, qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi pour l'économie américaine, ce qui traduit une vraie résilience, qui valide potentiellement ce scénario de soft landing, mais avec du coup aussi le risque que la Fed tarde un petit peu à baisser ses taux, et à un moment donné, ce risque-là, pour moi, doit revenir un peu comme un risque marché aussi, parce qu'à un moment donné, l'économie américaine risque de ralentir plus fortement, et si les taux sont un peu trop élevés à ce moment-là, c'est là qu'on peut avoir un retournement de l'économie un peu rapide. Donc
voilà, une consolidation des marchés dans cet environnement de résilience de l'économie américaine. Ça paraît un peu paradoxal à dire, mais vu qu'elle n'alimente pas cette résilience, l'ambition de la Fed de baisser ses taux rapidement, eh bien, à un moment donné, il faut aussi peut-être que le marché se recale un peu sur ces questions de taux et d'anticipation de taux. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Semaine prochaine, rapidement, nous aurons donc lundi pas grand-chose. Mardi, ça va commencer à ce moment-là la consommation en France, un chiffre sur la consommation en France. On aura également les chiffres de croissance pour la zone euro qui sont communiqués mardi, ainsi que la confiance des consommateurs aux États-Unis mesurée par le Conference Board, et une donnée sur l'emploi, le nombre d'emplois vacants aux États-Unis, avec les chiffres JOLTS. Ça, c'est une donnée importante pour la Fed. Mercredi, on aura les indices d'activité pour la Chine, PMI chinois. On aura également les chiffres d'inflation en Allemagne, des données à nouveau sur l'emploi, le chiffre ADP, donc des créations d'emplois. Et puis, mercredi soir, donc un gros rendez-vous, évidemment très attendu, la réunion de la Fed. Jeudi, l'inflation en zone euro sera connue, la décision de la Banque d'Angleterre également sera connue, et puis on aura les chiffres l'indice ISM manufacturier qui mesure l'activité manufacturière aux États-Unis. Et on finira la semaine par le classique mensuel rapport sur l'emploi. Très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.